Merci pour votre fidélité. Pour ce premier rendez-vous de rentrée littéraire, vous savez qu'il y a un rendez-vous par mois. Et on a voulu, en ce mois de septembre, faire une forme un petit peu différente, puisque ça faisait longtemps que la médiathèque voulait que... Mais on attendait d'avoir les bonnes personnes parler de cet événement de la rentrée littéraire, une formule franco-française. Voilà, donc nous sommes ravis d'accueillir ce soir Madame Maud Simoneau et Joachim Schnerf. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Enghien est ravi de vous accueillir. Et merci Simon Bentolila d'animer depuis le début de l'année 2022 ces rencontres littéraires. Et merci à Angela Assouline de l'organiser à mes côtés. Donc, et si on parlait de la rentrée littéraire, donc voilà, nous y sommes. 8 semaines seulement entre la mi-août et la mi-octobre, un laps de temps très restreint, lors duquel sont publiés, tous en même temps, près de 500 livres. Donc septembre est le mois de cet événement éditorial décisif, culturel, commercial aussi, et très médiatique. Il y a de l'enthousiasme, de l'émerveillement, de l'impatience, une extrême curiosité, une excitation maximale à découvrir les beaux textes qui s'offrent à nous. Une appétence aussi toute particulière pour la découverte des nouveautés proposées et des primo-romanciers. Donc cette spécificité bien française du point de vue du nombre, en tout cas, est un véritable coup de projecteur sur la littérature. Les libraires travaillent d'arrache-pied, tous azimuts, pour leur table de présentation et, à mon avis, cherchent partout la place. Et les éditeurs, de fait, se positionnent alors pour participer à cette course au prix littéraire, magnifique et sans doute violente à la fois. Vous nous en parlerez sans doute. Alors, pourquoi cette tradition des prix littéraires? D'où vient-elle? Depuis combien de temps existe-t-elle? Quelle en est la portée pour les lecteurs, les libraires et les auteurs surtout? Et pourquoi septembre l'emporte sur la rentrée littéraire de janvier? Ça, j'anticipe sur les questions que j'ai envie de vous poser. Qui voit pourtant, je ne pense pas me tromper, autant de publications paraître. Vous nous en parlerez aussi sans doute. Voilà, donc 2 personnalités issues du monde de l'édition pour nous en parler. Donc Madame Maud Simoneau, romancière, historienne de l'édition et éditrice chez Gallimard. Et on vous a confié, depuis le mois de juin dernier, la direction de la Nouvelle Revue Française. Vous avez publié en 2020 votre premier roman, L'Enfant Céleste, aux éditions L'Observatoire, qui a fait partie des livres sélectionnés pour le prix Goncourt 2020. Le 24 août dernier, chez le même éditeur, vous sortez votre roman « L'heure des oiseaux », dont vous allez nous parler également ce soir. Monsieur Joachim Schnerf, vous êtes auteur et également éditeur de littérature étrangère aux éditions Grasset. En 2018, votre roman « Cette nuit », paru aux éditions Zulma, est récompensé par le prix Orange du livre. Et votre dernier roman, fraîchement paru, s'intitule « Le cabaret des mémoires ». Voilà. Donc, comment est-ce que ça va se passer? 30 bonnes minutes sur la rentrée littéraire, les prix, la partie historique, et puis honneur après à chacun de vos livres respectifs. Et puis, ne soyez pas étonnés, donc, vente et dédicace dans le hall ensuite, ne seront représentés à la table que les livres, et ça me semble tout à fait normal, des auteurs qui sont là ce soir pour trouver tous les livres de la rentrée. Notre partenaire, courez chez votre libraire anguennois Antipode dès demain, après avoir entendu ce propos. Donc, merci beaucoup par avance. Je vous souhaite de passer un bon moment et puis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Maud Simoneau, bonjour Joachim Schnerf. Alors, nous allons commencer cette soirée en parlant des fondements de la rentrée littéraire. Donc, Maud, vous qui êtes historienne de l'édition, à quand dateriez-vous le début de la naissance de la rentrée littéraire? Alors, bonsoir à tous, bonsoir Simon.
C'est une question compliquée, puisqu'en réalité, on n'en sait rien. Les historiens de l'édition s'accordent à dire qu'il n'y a pas de date précise, puisque la notion de rentrée littéraire, elle a existé depuis la fin du 19e siècle. On a des auteurs... La rentrée théâtrale. Pardon ? La rentrée théâtrale aussi, c'est ça? Exactement. C'est Mallarmé qui a lancé l'idée de rentrée, je ne sais plus la date exacte, mais dans les années 1870. Il parle de la rentrée théâtrale, c'est la même chose pour l'opéra. Donc il y a une saisonnalité très forte pour certaines formes d'art. Et visiblement, dans la presse, assez vite, à la fin du 19e siècle, il y a aussi cette idée de rentrée littéraire qui s'instaure. Mais elle n'est réellement ancrée ensuite qu'après... l'entrée comment dire, dans l'histoire d'une nouvelle génération d'éditeurs, notamment de Bernard Grasset, dans les années 20, qui l'instrumentalisent, la mettent vraiment en valeur, au point de vue marketing, en publicité, et à nouveau, de manière très forte et telle qu'on la connaît aujourd'hui, après-guerre, dans les années 1950. Alors là, parce que la première mention de la rentrée littéraire remontera à 1937 sous la plume d'un journaliste du Figaro, selon Bertrand Legendre, universitaire. Donc ça, c'est ça. Mais alors oui, les prémices donc, de cette rentrée littéraire sont la rentrée théâtrale, mais aussi on compare très souvent la rentrée littéraire à la rentrée scolaire. Même on voit dans la presse, très souvent, il y a cette comparaison qui est faite aussi. Je vois dans l'édito du magazine Lire, pour pas être corporate, mais de cette année, l'édito commence « La rentrée littéraire a décidément des airs de rentrée des classes avec son déferlement de nouveaux titres en librairie dont les couvertures ont l'allure de vêtements neufs et ces primeranciers qui, espérons-le, ne vont pas connaître le bizutage. » Mais alors, ces prémices aussi remontent à la fin à l'industrialisation également de la culture à la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une quantité de livres maintenant énorme qui est produite à la rentrée. Ça n'existait pas au départ. C'était beaucoup plus éparpillé dans l'année. Et là, il y a une temporalité très forte. Vous disiez tout à l'heure janvier. Janvier, c'est un moment très important pour nous en littérature, mais quand même un peu moins conséquent en termes de nombre de titres. Et là, la rentrée de septembre, en quelques semaines, on fait vraiment une énorme partie de notre année. Et c'est extrêmement important. Et ça s'est vraiment accentué depuis les années 70. Ok. Et donc la rentrée scolaire, c'est rigolo pour des gens comme Joachim et moi qui avons des enfants. C'est vraiment un gros moment. On a nos enfants et aussi nos auteurs accompagnés dans la rentrée. Et d'ailleurs, ça pose un problème typographique parce que moi, quand je dis je suis épuisé à cause de la rentrée, quand je mets un R majuscule, c'est la rentrée littéraire. Et le petit R, généralement, c'est la rentrée des enfants. Mais il faut être bien clair par texto. Oui, alors c'est un phénomène qui intéresse vraiment le monde entier. Enfin, je veux dire, les historiens étrangers, les sociologues, surtout américains, s'intéressent vraiment à la rentrée littéraire. Pourquoi, selon vous, cet engouement international pour la rentrée? C'est ta partie, vas-y. L'étranger, c'est moi. Alors déjà, comme c'est un phénomène qui est unique parce que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Sauf en Belgique. Sauf en Belgique, mais bon, c'est des cousins, les Belges. Alors, il existe d'autres temporalités. Je pense, par exemple, je ne sais pas pourquoi je pense à eux, mais nos amis islandais ont un événement juste avant Noël, où là, il y a une sorte de vague comme ça de publications avec tous les grands auteurs qui sortent leurs livres juste avant Noël. Donc, eux, c'est leur rentrée qui a lieu fin novembre, début décembre, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a une fascination des étrangers pour la rentrée française, parce que c'est une spécificité, et aussi parce qu'on va en parler, parce qu'il y a les prix littéraires d'automne et qui sont évidemment scrutés par nos confrères étrangers. Alors on va en venir maintenant à des aspects un aspect plus brûlant. Cette rentrée donc 2022, selon les chiffres de Libre Hebdo, 490 romans paraissent contre 521 l'année dernière et 567 en 2018. Bon, la dégringolade vient d'avant, mais comment vous expliquez cette baisse de 6% par rapport à l'année dernière et plus globalement cette baisse depuis de nombreuses années? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications. Déjà, parce qu'on part de loin, on parle de plutôt 700 titres parus il y a, je pense, 4-5 ans encore. Oui, je suis remonté. Alors, le Covid est passé par là, c'est déjà une chose, le Covid est passé par là. On s'est tous rendu compte qu'on publiait trop, et quand je dis tous, y compris du côté de la librairie, où on a eu quand même pas mal de demandes des libraires pour qu'on diminue le nombre de titres à la rentrée, pour mieux défendre chacun de ces livres, pour pouvoir en parler,
parce que l'un des problèmes de la rentrée, on va en parler certainement, c'est qu'il y a très peu de livres qui arrivent à survivre à cette rentrée, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue des ventes. Et donc c'est vrai qu'avoir tant de livres, c'est une sorte d'absurdité aussi, et un grand danger, parce que là on le voit actuellement quand il y a le moindre trouble géopolitique ou crise économique, c'est vrai que si on mise tout le chiffre d'affaires, parce qu'une grande partie du chiffre d'affaires de l'édition et de la librairie se fait en septembre, au moment de la rentrée, c'est très dangereux aussi de concentrer autant de livres et autant de chiffre d'affaires pour les maisons à cette période. Et puis, oui, cette année, il y a aussi, tout le monde a dû en entendre parler, un problème de crise du papier. Bien sûr, oui. Et de l'imprimerie en général. Donc, je crois que tout le monde a été extrêmement prudent aussi. Ça a une chose vertueuse. En tout cas, il y a moins de gâchis, de fait. Et après, un vrai risque aussi à passer à côté, peut-être notamment de jeunes auteurs, de nouveaux talents, ouais. de choses. Peut-être que les éditeurs ont été un peu plus frileux à lancer, en tout cas, des gens plus fragiles. Mais il me semble qu'il y a justement une augmentation sur cet ensemble qui est en baisse. Il y a quand même plus de premiers romans. Je crois qu'il y a 90 premiers romans qui paraissent pendant cette rentrée, qui viennent de maisons, on peut dire, entre guillemets, petites maisons d'édition. C'est plutôt une bonne nouvelle, finalement. Ça veut dire du sang neuf, finalement, sur cet ensemble. Alors, c'est une super bonne nouvelle, je ne peux pas dire le contraire. Et puis moi, je publie essentiellement des premiers romans, donc j'en suis très heureuse. Ensuite, ça participe aussi d'un mouvement de mode réel. C'est-à-dire que depuis quelques années, il y a une prime à la nouveauté qu'on voit dans la société en général. Plus c'est beau, non, plus c'est nouveau, plus c'est beau. Et puis ensuite, dès le deuxième livre, tout d'un coup, il y a un désamour et ça ne suit pas. Enfin, c'est vraiment... On met en scène la nouveauté comme un nouveau shampoing ou n'importe. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très agréable à ce que nos auteurs, nos primo-romanciers soient ainsi portés. Il y a vraiment une place qui leur est dédiée, réelle. Et ensuite, c'est très compliqué pour eux de transformer derrière. Donc c'est aussi extrêmement périlleux. D'ailleurs, les prix du premier roman sont de plus en plus mis en avant depuis quelques années. C'est le même effet, sûrement. Alors, est-ce que quelle est la place plutôt de la littérature étrangère pendant la rentrée? Est-ce que les gens qui lisent-ils plus à la rentrée de littérature étrangère? Alors, c'est une question complexe, parce que la littérature étrangère, donc je précise la littérature en traduction, oui. Cette littérature-là, à la rentrée, a une place particulière, parce que donc, au niveau des prix littéraires, des grands prix d'automne, seulement 2 des 4 grands prix ont un prix étranger, donc le Médicis et le Femina. Il n'y a pas de Goncourt étranger, il n'y a pas de Renaudot étranger, donc il y a moins d'attentes de ce côté-là, et quand bien même un livre étranger va avoir l'un de ces 2 grands prix, les ventes sont incomparables par rapport à la littérature française. Les livres étrangers se vendent beaucoup moins lorsqu'ils ont ce type de prix. C'est une chose. Après, à l'automne, il y a des grands salons, et je pense notamment au Festival America qui est inauguré ce soir même à Vincennes. Donc il y a aussi beaucoup d'auteurs américains qui sont publiés en septembre, parce qu'il y a ce Festival America, par exemple. Et puis, d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a une attention pour la production contemporaine à ce moment-là, française ou étrangère, par la presse, par la librairie. Donc c'est vrai qu'on aime mettre nos gros enjeux de littérature étrangère, même s'ils sont moins éligibles pour les prix d'automne. Voilà, on aime les mettre aussi à cette saison-là. Alors, il y a aussi quand même pas mal d'essais. Est-ce que finalement les lecteurs de romans de la rentrée sont aussi des lecteurs d'essais de la rentrée? J'ai l'impression, en tout cas, qu'on les décale légèrement. Oui. Alors, après, il y a toute une partie de la littérature que moi j'adore, qui n'est pas vraiment genrée. De plus en plus, il y a des textes qui échappent à la classification et qui réussissent aussi à être dans les prix littéraires. Voilà, c'est assez nouveau comme phénomène, et tant mieux. Moi, j'aime bien que les choses ne soient pas forcément dans les cases comme ça. Mais les essais de sciences humaines pures et dures, de façon classique, sont plutôt publiés légèrement de façon décalée, fin septembre, en octobre, pour que, justement, les grands noms de la littérature, les Virginie Despentes et compagnie, soient passés un peu, et qu'il puisse y avoir de la place aussi pour ce temps de lecture peut-être un peu différent des essais. Alors maintenant, entrons dans des considérations un peu plus pratiques. Sur quels critères un auteur de la rentrée littéraire, choisit-on qu'un auteur est un auteur de la rentrée littéraire ou pas, ou hors rentrée littéraire? Alors ça, c'est la question éternelle qu'on se pose dans les maisons. Est-ce que c'est un livre de rentrée ou non? J'adorerais avoir une réponse. Qu'il puisse recevoir un prix. Oui, alors j'adorerais avoir une réponse très précise, mais je n'en ai pas. Alors, effectivement, on imagine les livres qui pourraient être
éligibles à des prix, ce qui pose la question des anciens lauréats. Quelqu'un qui a déjà eu un Goncourt quelques années avant, est-ce qu'on va vraiment le mettre à la rentrée, sachant que cet auteur risque de ne pas avoir le Goncourt une seconde fois, enfin n'aura pas le Goncourt une seconde fois. Donc il y a cette question des prix, et puis des auteurs qui peuvent être médiatiques ou non, des auteurs à sujet. Ouais, voilà. J'ai vraiment pas de réponse toute faite. Hein. Et comment dire, tous ces critères qui viennent se mélanger. Après, chaque rentrée, je trouve, contredit la précédente, généralement. Là, c'est une belle rentrée pour les premiers romans, par exemple. Après, on peut dire que peut-être que l'année dernière, c'était moins fort pour les premiers romans. Donc, c'est difficile d'établir une règle. Je ne sais pas comment c'est chez Gallimard, mais je pense que vous êtes dans le flou comme nous. Après, ça dépend de la taille des maisons. C'est vrai que Joachim et moi, on travaille dans des grosses maisons. Et dans une rentrée où on a plusieurs livres qu'on va devoir présenter de front, on essaie d'avoir un équilibre qui ne se mange pas, déjà en interne, les uns avec les autres. Donc il y aura forcément une place pour des premiers romans, en effet. Pour des pour des livres qui peuvent concourir pour des prix. Donc ceux qui n'en ont pas encore eu et qui ont des chances peut-être d'être dans les prix, c'est sûr que ça va être important. Parce que quand on est sur une liste, il y a plein d'étapes. Hein. C'est comme des sauts d'obstacles, les listes de prix. Il y en a 3 ou 4 de listes différentes avant d'arriver jusqu'à l'élection finale. Et c'est extrêmement épuisant pour les auteurs et les éditeurs, comme ça, jusqu'à début novembre. Mais quand les listes sont publiées, ces livres-là peuvent bénéficier ensuite peut-être d'un regain d'intérêt. Si les gens étaient passés à côté d'eux, ils vont faire attention à eux, etc. Donc ça va leur permettre d'avoir une vie un peu longue, comme ça, dans la rentrée. Voilà. Donc on espère ça, pas forcément d'avoir le prix, mais que les livres suivent un cheminement le plus long possible sur les listes. Donc les prix feraient toujours vendre aujourd'hui. En tout cas, ça porte à la surface de l'eau, je dirais. C'est comme des petites bouées. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et je peux juste apporter aussi une petite remarque, parce que là, on se posait la question du choix des livres. Parfois, ce sont les auteurs eux-mêmes qui choisissent la rentrée. Et on a aussi ce phénomène de plus en plus régulièrement où les auteurs, parce qu'ils ont la puissance commerciale aussi de le faire, imposent à l'éditeur de sortir en rentrée. Donc il y a le choix de l'éditeur, il y a aussi les auteurs qui parfois mettent une pression parce qu'ils ont envie, parfois pour des mauvaises raisons d'ailleurs, d'être publiés à la rentrée. Et parfois on voit, lorsqu'il y a des changements de maison, les auteurs qui imposent la rentrée dans les négociations pour arriver dans telle ou telle maison. Alors après, donc, il y a toutes ces données qui sont un peu cyniques et un peu tristes, enfin, moi je trouve, et qui nous parasitent un peu nos choix, en fait. Et il y a aussi, malgré tout, quelque chose qui est toujours beau, c'est que dans la rentrée, on peut placer des livres qui sont très littéraires et exigeants, qu'on pourrait mettre aussi en janvier, sans doute. Mais en septembre, il y a toujours une attention particulière au programme et le temps, en tout cas pour les journalistes et pour les libraires, idéalement, d'avoir l'été avant pour les lire. Et donc certains livres qui sont gros, qui sont peut-être, on dit plus difficiles ou n'importe, peuvent avoir une place assez belle dans la rentrée. Donc vous conseillerez plutôt à un auteur de premier roman d'aller se noyer dans la masse des parutions la rentrée. Enfin, ça dépend du thème, ça dépend de beaucoup de choses sûrement. Ça dépend du thème, ça dépend de l'auteur aussi, s'il en a envie, s'il a les épaules, parce que c'est violent, une rentrée littéraire. Et puis, moi, j'aime beaucoup la rentrée de janvier, aussi pour les primo-romanciers, parce qu'il y a le concours du premier roman qui arrive au printemps. Donc voilà, la rentrée de janvier aussi très belle pour les primo-romanciers et romancières. Donc voilà, je ne sais pas si on leur conseille forcément ça, en tout cas, il y a cette possibilité-là, en tout cas, pour eux. Alors, est-ce qu'ils répondent, les grands prix littéraires, toujours à leur mission initiale de faire connaître les écrivains, ou est-ce qu'ils couronnent des livres qui sont déjà connus et finalement, c'est plus les prix qui ont besoin de ces auteurs ou pas? On va commencer à entamer la discussion pour laquelle on a demandé si on était enregistré ou non en off avant. Donc demain, on est licenciés tous les deux de nos maisons respectives. Donc on ne donnera pas de nom, évidemment. Tu veux répondre, Maud? Non, vas-y. On va couper la Bon, très bien. Passons à la suivante. Ok, alors comment on vit maintenant, en tant que vous qui êtes auteur également, écrivain, comment on vit ce moment des prix de l'intérieur finalement quand on est écrivain? Comment vous avez été sélectionné au prix Finuna, vous avez eu le prix Orange, comment ça se passe? Quelle politique des prix un peu est-ce qu'on vous parle des prix quand vos éditeurs Alors tout le monde en parle tout le temps. Il y a une politique des prix vraiment avec les auteurs. En tout cas, on ne peut pas ne pas y faire attention. Ensuite, je crois qu'on a cette chance, quand on a une vie familiale et professionnelle très riche et très intense et qui nous occupe, d'être distrait par d'autres choses. Et ça, c'est extrêmement agréable.
de garder bien les pieds sur terre, parce que on voit une fragilité énorme dans une rentrée quand il y a des gens qui ne sont focalisés que sur des attentes très fortes. Or, sur combien des centaines de personnes, il va finalement y avoir 4 ou 5 élus, avec sans doute une forme de justice, peut-être, ça sera des bons livres, et aussi une forme d'injustice. Un jour, on m'a dit, les prix littéraires, c'est comme un amour, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une justice. Et je trouvais ça assez juste, cette phrase-là, parce que c'est vrai qu'il y a une sélection, et que cette sélection permet de mettre en avant une certaine forme de littérature. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas été sélectionné, on n'est pas bon et pas valable, en tout cas dans la littérature. Donc il faut avoir d'autres horizons, les libraires, les bibliothèques, les retours des lecteurs, les journalistes et tout ce qui fait partie du milieu de l'édition. C'est aussi extrêmement, voilà, une source de bonheur continuel. Je crois qu'il faut avoir des attentes qui n'en sont pas. Il faut profiter de ce qui vient et qui est positif. Sinon, on peut être très déçu. Et ça peut être très violent aussi. Aussi parce que la rentrée de septembre a une particularité, c'est qu'elle, comme tu le disais avant, c'est une rentrée qui arrive de fait après l'été. Donc il faut imaginer que les auteurs ont vu leur livre physiquement dès la fin mai. Et donc pendant 3 mois, il ne se passe rien. Juin, juillet, août, le livre existe déjà. Il ne se passe rien. Et en même temps, on sait très bien que les jurés sont en train de lire, que les journalistes sont en train de lire, que les libraires sont en train de lire. Et il y a une longue attente comme ça. Et donc quand on arrive début septembre, tout le monde est à cran parce qu'on vient de passer 2 ou 3 mois d'attente. Et donc fin août, début septembre, tout le monde est dans l'attente justement de concrétiser tout ça, soit avec des sélections, soit avec des prix, avec de la reconnaissance en librairie, avec des événements, ou des soirées à Enghien, parfois. Vous êtes une longue attente, une longue file d'attente avant le saut en élastique dans le vide, ça doit être un peu ça. Donc, alors, certains... pourquoi dit-on en fait que certaines maisons d'édition, dans certains prix, sont plus représentées que d'autres, en fait? Est-ce que c'est une question d'affinité? Est-ce que c'est les membres du jury? Est-ce que c'est parce qu'une maison d'édition édite des romans qui finalement correspondent plus aux attentes de certains prix? Est-ce que... À quoi ça peut correspondre? Là aussi, c'est compliqué. C'est une critique qui revient souvent. Donc. Et, bien sûr. Alors, c'est plus tout à fait Galligraseuil, comme ça a été dit. On voit que c'est un peu plus complexe. Il y a quand même l'iconoclaste qui revient souvent. Et il y a toutes sortes de paramètres. Il y a des affinités, évidemment, avec des maisons d'édition. Il y a la quantité de livres qui est publiée. Je veux dire, si une maison d'édition en publie 20 par rapport à une maison qui en publie 1, on peut imaginer qu'ils vont être plus représentés dans les prix. Enfin, c'est comme s'ils représentaient 20 petites maisons d'édition. Donc, il peut y avoir, même si ce n'est pas forcément mathématique, mais quelque chose qui s'explique aussi comme ça, par ce poids-là numérique. Et puis ensuite, il y a heureusement une part de lecture active des jurés, et régulièrement, et on l'a vu là à la rentrée, énormément dans les listes de maisons qui sont représentées, qui sont variées. Sans doute pas assez, et jamais assez, mais de plus en plus. Enfin, je vois quelque chose comme ça. Hein. Oui, alors il y a ça, et puis après, il y a le fait que le jury ne sont pas tournants, donc les jurés restent en place de manière immuable, et donc forcément ça crée aussi des affinités, ou au contraire des inimitiés avec tel ou tel auteur, telle ou telle maison. Et puis tous les jurés sont eux-mêmes généralement des auteurs qui sont publiés par telle ou telle maison. Donc voilà, après on n'est pas là pour commenter tout ça, mais c'est vrai que forcément tout ça est imbriqué avec la présence de certaines maisons, parce qu'il y a la taille évidemment, mais après il y a des maisons très grosses qui n'ont jamais d'auteurs sélectionnés sur les prix parce qu'ils payent aussi parfois leur réputation, ou qui ne sont pas proches de tel ou tel milieu littéraire. Donc c'est aussi une réalité, et encore une fois sans en faire des fantasmes qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est aussi une réalité que ce sont des milieux qui sont imbriqués comme ça entre auteurs, jurés, éditeurs, journalistes. Tout ça est un monde qui se connaît et qui ne peut pas être complètement dans une sorte de pureté de la lecture des textes uniquement. Moi je me dis toujours ça quand je vais en bibliothèque ou en librairie. J'ai toujours 2 pôles d'attraction. Il y a les auteurs que j'aime déjà, et j'ai envie de lire leurs nouveaux livres parce que je sais qu'a priori ça va beaucoup me plaire, et je suis hyper excitée à l'idée qu'il y a un nouveau livre, donc je vais me précipiter dessus. Je me dis que pour les jurés ça doit être la même chose parce qu'ils sont lecteurs aussi. Et puis il y a le plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Donc on est sans arrêt en train d'osciller entre les deux, et j'imagine qu'ils sont aussi comme ça dans cette perspective-là, mais voilà.
Alors, il y a toujours certains commentateurs à la rentrée qui parlent de corruption des prix. C'est presque un des rituels de la rentrée littéraire. Finalement, il y a toujours Pierre Jourde qui, chaque année, parle de cette corruption, ou Sylvie Ducasse, également, l'universitaire. Ça fait partie du rituel, finalement. C'est incorporé, finalement. C'est plus vraiment une critique. Je crois que Joachim a assez bien répondu, sur le fait que la pureté n'existe pas, en fait. C'est très compliqué à tous les niveaux. Je me suis retrouvée dans un très petit prix, dans ma région, en Bourgogne. Et dans la liste de prix, on m'avait demandé de présider ce prix, parce que les Bourguignons sont hyper chauvins, donc voilà. On m'avait demandé, j'étais très contente. Mais dans la liste, je me suis retrouvée avec des auteurs que je publiais. Et là, j'ai dit, non, mais je ne peux pas voter pour eux. Et on m'a dit, oui, mais si c'est ceux que tu trouves vraiment meilleurs par rapport aux autres, est-ce que tu vas choisir un livre que tu trouves pas bon par rapport à tes auteurs, du coup, tu vas pas voter pour eux, donc ils vont partir avec un handicap. C'est pas non plus très juste. Et donc, je me retrouvais dans des situations hyper compliquées. Donc, j'ai pas voté pour eux quand même, mais je me suis dit que on peut pas... Quand on est depuis des années, en effet, écrivain, qu'on rencontre des gens dans des salons, on peut pas ne pas connaître les gens. On est obligé finalement de les connaître humainement. Et tout ça, en effet, on peut parler de corruption parce que c'est humain aussi. Voilà. Bien sûr. Alors, faisons appel à votre imagination. Qu'est-ce qui se passerait si on supprimait la rentrée littéraire? Est-ce que vous avez déjà imaginé un autre système possible que la rentrée littéraire? Il y a quelque chose qui pourrait tout à fait se passer, c'est qu'on lisse les prix sur une durée un peu plus longue, puisque dans les autres pays, ça se passe comme ça. Enfin, Joachim va en parler mieux que moi, mais visiblement, ils arrivent à vivre autrement. Hein. Mais malgré tout, en tout cas en France, au moment où les prix ont été ramassés sur une saison plus courte, c'était une volonté commerciale. À un moment où le livre ne se vendait pas très bien, on a vu que ça avait créé un effet d'événement médiatique, et que commercialement et en termes d'intérêt, même en dehors juste de la donnée chiffrée, il y avait vraiment cette temporalité très forte avait intéressé les gens et les lecteurs, et que ça avait permis au livre de mieux se vendre à ce moment-là. Là, je vais prendre ma casquette d'éditeur de littérature étrangère. C'est vrai que pour les auteurs étrangers, là, pour le coup, je préférais qu'il n'y ait pas de rentrée du tout, parce que la rentrée, il y a une énorme concurrence entre tous les livres, et les Français sont en concurrence avec les auteurs étrangers. C'est vrai que quand on arrive aux analyses du Goncourt, etc., les étrangers sont un peu mis de côté, en tout cas dans les ragots, dans les dîners, etc. Dans les intrigues. C'est peut-être un petit peu dommage, parce que comme les étrangers, encore une fois, sont notamment... Il n'y a pas de Goncourt de la littérature étrangère. Donc c'est vrai que je pense que la littérature étrangère peut souffrir un tout petit peu, mais c'est qu'à partir de fin octobre, début novembre, quand on s'approche de la fin. Eh bien, parfait. Nous allons maintenant consacrer cette seconde partie de la soirée à vos deux romans qui font partie de mes coups de cœur de cette rentrée, que j'ai beaucoup appréciés. Ils évoquent tous les deux la parentalité, une mémoire traumatique en héritage, et les mystères aussi de la transmission. Les imaginaires qu'ils expriment sont poétiques, bien que plutôt vraisemblables. Alors, puisque Maud, vous avez répondu à la première question, la première partie, donc nous allons commencer par évoquer le cabaret des mémoires de Joachim Schnerf. Alors, la nuit de l'accouchement de sa femme, le personnage s'interroge sur comment transmettre la mémoire de la Shoah, à l'heure où les derniers survivants s'éteignent un à un. La grande tante du narrateur s'appelle Rosa, elle est la dernière rescapée d'Auschwitz. Alors, après la guerre, elle part au Texas pour créer un cabaret, disons, très, très étonnant, alors, qui s'appelle le Cancan, C-A-M-P. C'est de l'humour juif. Alors, racontez-nous, quelle est la vocation de ce cabaret? Alors, déjà, effectivement, j'avais envie d'écrire un livre sur la paternité, et ce moment où un jeune père réalise qu'il devient père, qu'il est père. Et c'est vrai que pour le personnage du roman, Samuel, ça vient immédiatement avec cette question qui l'obsède de la transmission, comment pouvoir raconter l'histoire de son peuple et l'histoire de famille en particulier à son enfant qui vient à peine de naître. Alors évidemment qu'il ne va pas, dès le berceau, lui raconter tout ça, quoique. Et donc ce narrateur, Samuel, en réalisant qu'il devient père, revisite sa propre enfance, son histoire de famille,
et pense notamment à cette fameuse Rosa, qui est une grande-tante assez mystérieuse, parce que c'est une sorte de mythe familial, personne ne l'a vraiment vue. Elle est partie après-guerre, elle a quitté le continent européen pour s'installer aux États-Unis, pour y fonder ce cabaret. Et alors, quand j'ai écrit ce roman, c'est de la fiction, ce n'est pas du tout autobiographique, cette Rosa n'existe pas, ni dans ma famille, ni ailleurs. Et en même temps, a posteriori, j'y vois beaucoup de figures, je pense par exemple à Marceline, Loridon Evans, ou à ces rescapés pleines de vie, qui ont survécu, qui sont pleines de vie. Pas Madame Rosa, alors, en tout cas. Ouais, de Gary aussi. Oui, voilà, par exemple, évidemment. Alors, on peut y faire des liens. Et ce cabaret, c'est un lieu de vie et un lieu de mémoire. Et comme c'est indiqué dans le titre, c'est un lieu de mémoire au pluriel, des mémoires. Parce que cette fameuse Rosa, sur scène, elle incarne... voilà, elle poétise, elle incarne, elle transcende, d'une certaine manière, toutes ces histoires qui n'ont pas pu être racontées. Parce qu'elle est l'une des dernières survivantes de la Shoah, mais combien n'ont pas survécu et combien n'ont pas pu rentrer pour raconter leur histoire, et elle est là pour raconter ces histoires, et finalement c'est sur sa propre histoire qu'elle va buter à la fin, parce que chaque soirée se termine avec elle qui monte sur scène pour raconter sa propre expérience de vie, puis des camps, et en fait les camps, elle ne peut que les énumérer, elle ne peut pas raconter ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Alors justement, on va revenir sur cette dernière représentation. Le roman commence dans la loge de Rosa, qui s'apprête à donner donc sa dernière représentation. La description de cette loge, des objets, nous propulse immédiatement dans cet imaginaire et la vie passée de Rosa. Cette intensité, c'est celle qu'on peut ressentir finalement, celle que vous avez donnée, quand on se trouve face à un des derniers rescapés vivants. On s'imprègne tant qu'on peut encore le faire. C'est cette émotion aussi que vous avez voulu au départ donner? Oui, parce que alors... je me suis posé cette question de la place de la fiction. Est-ce que j'avais le droit de passer par la fiction pour raconter la Shoah? C'est une question importante et éventuellement douloureuse. Et puis il y a eu des polémiques il y a quelques années avec Claude Lanzmann notamment. Bien sûr. On pense à la polémique Yann Karski, évidemment. C'est une vraie question. Et sans y apporter de réponse définitive, je pense qu'il y a une question générationnelle en fait. Là vient au monde une nouvelle génération de bébés, de jeunes enfants qui ne verront pas, ou s'ils le verront, ne se souviendront pas des corps des rescapés en vie devant eux. Parce qu'évidemment, il y a eu un travail documentaire, évidemment, il y a eu des témoignages, un travail d'archives, et c'est très important, c'est même indispensable. Mais les corps qui racontent un rescapé qui vient dans une école et qui, les mains tremblantes, raconte les camps, ça, les enfants ne le verront plus ou ne s'en souviendront plus. Et donc, je pense que là, la littérature peut prendre le relais pour essayer de raconter cette émotion, cette douleur, pour essayer de raconter ce qu'on ne peut pas dire, pour essayer de raconter ces petites choses qui font... Alors on ne peut pas ressentir l'expérience d'un rescapé, évidemment, mais il nous amène vers cette douleur inimaginable. Et voilà, je pense que la littérature est là aussi pour, d'une certaine manière, remplacer malheureusement les corps qui disparaissent, ces derniers rescapés. Bien sûr. Et alors, jusqu'ici, la littérature mémorielle a été plutôt réaliste. Ce que vous faites, poétiser la mémoire, est un exercice qui a été assez peu effectué à ma connaissance. Voilà. Et cette poétisation de la mémoire, je pense que c'est sûrement un nouveau chapitre important de la littérature mémorielle qui commence aujourd'hui à s'écrire. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration en termes de littérature mémorielle, parmi celles des survivants comme celles des générations suivantes? Alors, j'ai toujours tendance à dire que, alors évidemment, il y a des inspirations que je vais appeler verticales avec des auteurs que j'ai lus. Évidemment, vous parlez de Kertész. Imre Kertész, évidemment, qui est un auteur important pour moi. Albert Cohen, on ne pense pas assez à Albert Cohen pour parler de cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier les quelques passages dans Belle du Seigneur où il se cache avec la naine Rachel. Il y a des moments comme ça voilà, dans les auteurs qui ont compté pour moi, mais j'aimerais aussi avoir une réflexion plus horizontale, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une réflexion générationnelle sur la place de la fiction pour raconter la Shoah. Et c'est vrai qu'on voit des auteurs comme Olivier Guèze, par exemple, alors, qui n'est pas du côté de la fiction avec son Mengele, quoique. Voilà, il y a une génération d'auteurs qui essayent de trouver des formes nouvelles pour raconter la Shoah, et pas uniquement en France. Aussi, il faut aussi voir ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Un auteur qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle Joshua Cohen, par exemple, qui vient d'avoir le prix Pulitzer
alors qui n'attaque pas forcément le sujet de la Shoah, mais qui réfléchit beaucoup à la fiction, qui vient raconter le réel pour mieux l'embrasser. Voilà, il y a aussi, je pense, un dialogue au sein de notre génération, encore une fois plus horizontal, et qui crée un mouvement qui est en train de se développer, effectivement, à mon avis, sur cette façon de passer par la fiction pour raconter la Shoah, mais pas que, alors que c'était encore tout à fait interdit il y a encore 5 ou 10 ans. Alors, vous faites, on revient sur Imre Kertész, finalement, vous faites référence à Imre Kertész, lui survivant des camps, hein, rappelons-le, et à son Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. J'ai l'impression que c'est une réponse, quelque part, au fatalisme de Kertész, cette transmission qu'il veut donner à ses enfants, et cette... Alors, évidemment, je ne peux pas me comparer à Imre Kertész, qu'on soit bien d'accord. Alors, ce n'est pas forcément une réponse, mais on va dire que c'est un écho. Pour ceux qui ont lu le Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, Kertész scande ce non, N-O-N, comme ça, très régulièrement, non. Et à ça vient répondre une sorte d'anaphore dans le cabaret des mémoires, où plusieurs chapitres commencent par cette phrase « Quand demain reviendra la lumière », qui vient scander l'appel à la vie de cette Rosa, de ce jeune Samuel qui peut avoir un enfant. Parce qu'en fait, si parallèle il doit y avoir, Kertész a pris la décision c'est plus complexe que ça, mais en tout cas n'aura pas d'enfant après la guerre. Samuel, le narrateur de ce roman, se pose la question de la paternité après la disparition des derniers rescapés. Peut-on donner la vie à un enfant qui ne verra pas les rescapés, qui va grandir dans un monde sans témoin direct de la Shoah? Et donc, voilà, encore une fois, je ne peux pas comparer ces deux expériences, surtout pas. N'empêche que voilà, ça fait écho. Et voilà, Imre Kertész est un auteur important pour moi. Et voilà, son patronage, à mon avis, était nécessaire pour réfléchir à ces questions de génération. Et peut-on donner la vie à une génération suivante qui va vivre dans un monde avec ses traumatismes, avec ses douleurs? D'accord, c'est un peu le négatif finalement, cet enfant qui ne naîtra pas est un peu le négatif de celui qui va naître dans votre roman et à qui Samuel, le héros, transmettra la mémoire. Alors, Maud, en écoutant Joachim parler, qu'est-ce que vous évoque ce mystère-là de la transmission ? C'était intéressant. Enfin, Joachim, dans ce livre et dans son précédent, c'est un sujet qui te taraude et qui est un très beau sujet en littérature, enfin, je trouve, cette transmission. Et moi, j'ai abordé une histoire un peu inverse, puisque moi, je parle de gens qui sont coupés de leurs racines, puisque ce sont des orphelins. Et c'est intéressant de pouvoir aborder, par le biais de la fiction, de travailler sur la mémoire, sur ce qui nous reste de notre mémoire, soit collective, puisque là, je parle d'une île, c'est Jersey, et d'une mémoire qui a été en partie occultée après-guerre, soit de la mémoire personnelle dans une famille, de ce que l'on hérite de ses parents quand on les a connus et de ce qu'on hérite quand on les a pas connus et qui passe. Et là, notamment, c'est un livre où je parle beaucoup des sensations, des choses sensorielles et notamment du rapport aux oiseaux, de ce dont on hérite. Et voilà, il y a beaucoup de parallèles dans nos... Beaucoup de parallèles. En tout cas, sur cette mémoire, sur cette idée de transmission entre générations, oui, c'est sûr. La question des témoins aussi, qui est commune, mais pas du tout sur le même plan. Alors justement, on va parler maintenant de votre regard d'écrivaine sur la transmission. Donc pour rappel, L'Or des oiseaux, dans l'intrigue, est plus marqué, puisqu'il s'agit entre autres d'une enquête. L'enquête que mène la narratrice sur l'enfance de son père, à la mémoire occultée par donc un traumatisme. Ça se déroule sur l'île anglo-normande de Jersey, tristement célèbre pour son orphelinat, théâtre d'une autre horreur, d'une autre industrialisation du crime. Tout d'abord, penchons-nous sur l'élément de l'île. Dans votre premier et précédent roman, le cadre était celui de l'île de Ven, au large de la Suède. Qu'est-ce que ça représente, l'île, pour vous ? Dans mon premier livre, l'île de Ven, pour les héros, qui étaient une mère et son enfant, c'était une île refuge. C'était un endroit coupé du monde où des gens qui étaient, à leur manière meurtris par la vie, pouvaient se sauver des bruits du monde et se consacrer à la contemplation de la nature et y puiser de la force, de l'espoir et un renouveau. Donc c'était vraiment l'île salvatrice, comme on les aime, une espèce de paradis comme ça sur Terre. Et ça m'a intéressée, dans celui-ci, de prendre l'île à rebours comme un endroit qui permet, au contraire, parce qu'elle est coupée du reste du monde,
un secret terrible. Et de montrer un orphelinat dans cette île, c'était montrer une prison dans une prison. Mais c'est aussi l'île, c'est le lieu duquel vous écrivez, quelque part? Alors, il se trouve que j'ai toujours aimé, moi, les textes sur les îles. Peut-être parce que j'ai été élevée dans un endroit où on était très, très, très loin de la mer. Moi, j'ai été élevée dans le Morvan. Alors, autant vous dire que la mer, c'était vraiment des horizons lointains. Et moi, mon refuge, quand j'étais enfant, c'était les livres sur les îles. Tous ces livres... C'était les livres sur les îles. Ah oui, tout ce qui parlait de la mer, de l'océan, de lointain, le plus loin possible. Donc j'ai toujours une appétence pour ça, et assez naturellement, quand j'écris à Paris, au milieu d'un endroit si urbain et si coupé de l'eau et de la nature, c'est assez agréable de se réfugier sur une île, à chaque fois. Oui. Il me semble que vous avez écrit de Corse il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, par exemple. Alors, il y a le personnage de Lily, pensionnaire de l'orphelinat, qu'on ne peut pas trop dévoiler parce qu'elle détient la clé de l'intrigue aussi. Comme celui qu'on appelle le petit. Alors, qui sont-ils, ces enfants? Oui, parce que dans le livre, il y a 2 histoires qui sont intercalées, un chapitre sur 2. Une histoire qui est contemporaine, c'est la narratrice qui mène l'enquête sur l'enfance de son père, qui a quitté l'île quand il avait 5 ans, de façon mystérieuse. Et l'autre partie du livre se passe après-guerre, dans les années 50, et là met en scène un petit garçon, et on comprend que c'est ce père, enfant, et une petite fille un peu plus grande qui s'appelle Lily, et dont on sait très peu de choses. La narratrice va enquêter sur cette Lily parce qu'elle a disparu et que c'est un des seuls souvenirs que son père a gardé de l'île. C'est cet enfant qui le protégeait dans un milieu extrêmement hostile, une espèce d'enfer sur terre, qui était cet orphelinat où il y avait un directeur et des adultes qui vraiment ont commis des maltraitances atroces sur les enfants. Et donc ils vont essayer on va essayer d'en savoir plus. Mais quand on voit Lily et le petit, eux, ils évoluent à la fois dans l'horreur et dans ce paradis qu'est Jersey, qu'on appelle aussi l'île aux fleurs, qui, je trouve, est un endroit encore plus terrible pour des crimes de pédophilie, parce que c'est une île superbe, où il y a une grande douceur de vivre, où quand on s'y balade, il fait bon vivre. En ce moment, on sait très bien que c'est un paradis fiscal aussi. Enfin, c'est une île extrêmement douce. Et d'imaginer qu'il y a pu avoir précisément dans cet endroit-là cet orphelinat m'a intéressée. Il se trouve que j'ai été aidée dans le roman par le fait qu'il y a des noms fous qui font penser à un conte de fées dans l'île. À côté de l'orphelinat, il y a une forêt, elle s'appelle la forêt oubliée. Donc la petite Lily et cet enfant vont pouvoir se balader dans la forêt oubliée, et évidemment ce côté conte va prendre le dessus, parce que même dans les pires moments, l'imaginaire des enfants peut être débridé et très poétique. Alors quels sont ces oiseaux vers lesquels Lily court? Alors ce sont les oiseaux qu'elle entend quand elle est enfermée, et qui vivent une liberté comme ça qu'elle n'a pas. Donc elle a un amour vraiment incroyable pour les oiseaux. Elle en a une connaissance intuitive, mais extrêmement précise. Et ce sont ses seuls amis, en fait. Voilà. Ce sont eux qui vont, à chaque fois qu'elle aura une grande peine, qui vont lui faire du bien, qui vont la sauver. Alors, ils sont l'allégorie de la liberté, quelque part? De la liberté, de la beauté, de tout ce qui est possible. C'est le nom du livre. C'est une heure particulière, l'heure des oiseaux. Je l'ai piqué à Romer. C'est à la fin de la nuit, juste avant que l'aube commence. Il y a cette heure bleue où les oiseaux n'ont pas encore commencé à chanter, et où vraiment, quand on sort des ténèbres, au moment où où on a l'impression que tout est fini, mais tout d'un coup, les premiers chants naissent, et qu'une nouvelle journée va advenir et que tout est possible. Alors, il y a une question de transmission, en fait. C'est le père qui transmet aussi à la narratrice cette passion aussi. Comme quoi, il n'a pas que transmis du mauvais, quelque part. Oui. Bah, les oiseaux, en tout cas tels que Lily les apprend à ce petit garçon, ça va passer d'une façon un peu biaisée et que je trouvais intéressante à travers la musique. C'est-à-dire que je parle beaucoup d'un compositeur qui s'appelle Olivier Messiaen, qui s'est inspiré des chants d'oiseaux pour ses compositions, et le père de la narratrice est un grand pianiste et qui est spécialiste de Messiaen.
Alors l'intrigue tient aussi sur, il y a beaucoup d'ellipses, ça j'ai beaucoup aimé, dont vous usez vraiment merveilleusement. C'est dans ces ellipses que se loge finalement, que le logre avance. Par ce procédé, vous arrivez à matérialiser quelque part l'amnésie. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu exprimer ? Oui, pour parler de quelque chose qui est extrêmement terrible, cruel, enfin la pire abomination peut-être qui puisse exister, les crimes sur les enfants, j'avais pas envie d'aborder ça frontalement. Moi, j'avais pas envie dans l'écriture d'écrire ça. Et il me semblait que tout le monde sait ce que c'est et qu'on pouvait en parler en n'édulcorant rien, mais en n'étant jamais frontal. En tout cas, en étant toujours, en effet, autour et en laissant comprendre voilà, en creux ce qui pouvait se dessiner. Et ça restitue en effet le problème de la mémoire. Parce que pour les enfants qui ont subi un traumatisme, il y a des morceaux entiers, des pans entiers de l'enfance qui sont perdus à jamais, qui leur sont parfois restitués par des moyens détournés. Le père de la narratrice s'est envoyé un documentaire qui existe, que tout le monde peut voir sur Arte, sur cet orphelinat, que tout d'un coup, une partie de sa mémoire est restituée 60 ans plus tard. Alors revenons un peu sur la partie enquête. Des décennies après, donc l'enquête patauge quelque part. Les habitants de l'île sont réticents à parler du drame et les derniers témoins voilà, s'éteignent. Est-ce que c'est dans la réalité, les habitants de l'île et le personnel de l'orphelinat finalement ont été comme ça réticents à parler? Dans la réalité, c'est comme souvent dans ces affaires-là, ça a éclaté beaucoup trop tard. La première fois qu'on en a parlé, c'était en 2007. Et le directeur, par exemple, était déjà mort de l'orphelinat, et beaucoup des gens, en tout cas de ces années 60-70 aussi. Et du coup, il y a quand même eu un procès, mais il faut savoir que c'est un gouvernement autonome. C'est une partie de l'Angleterre, mais qui a sa propre gouvernance et son propre système de jugement. Et dans un endroit qui est un paradis fiscal, et ben pour le secret bancaire, il faut un secret tout court. Donc l'affaire a été absolument étouffée. Il n'y a pas eu de condamnation. Il y a eu 160 témoignages d'enfants, enfin d'anciens enfants, du monde entier, et aucune condamnation. Donc c'était la double peine. Ils n'ont pas pu parler quand ils étaient enfants, et quand ils ont été adultes, ils n'ont pas été entendus non plus. Et j'ai trouvé que c'était assez édifiant, cette histoire-là. Les histoires sont toutes atroces quand ça parle de crimes sur l'enfance, mais le fait que ça soit dans cette île particulière, qu'il n'y ait pas pu y avoir de jugement, et que tout le monde ait fait comme si c'était rien passé à 20 km des côtes françaises, ça m'a soufflé quand même. Ouais. Alors, vous êtes rendu sur cette île, à l'orphelinat. Comment vous avez enquêté sur le drame pour appuyer votre fiction? Alors, je ne suis jamais allée exactement sur l'île de Jersey. Je connais bien les alentours et les îles en général anglo-normandes, mais pas Jersey en particulier. Et je m'étais dit que je ne serais jamais invitée à y aller après ce livre-là, parce que ce que je dis sur les habitants de l'île n'est pas forcément très indulgent. Et il se trouve qu'avant-hier, j'ai été invitée par comment on s'appelle pas l'ambassade, le consulat. Non. Pardon? Le gouverneur. Non, pas lui. Non, ça c'est sûr que non. Le centre culturel en fait de Jersey, ils m'ont proposé de venir, donc j'irai voir. Et finalement, par ce manque de sources aussi, est-ce que vous avez exprimé plus ou moins la difficulté d'écrire, la peur de la page blanche un peu? Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Alors, j'y ai pas pensé, mais sans doute qu'on fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte, ça c'est sûr. Alors, il y a un personnage qui est très important, qui est le personnage aussi de l'ermite, l'homme aux oiseaux. C'est un clin d'œil au roi des Aunes. Alors, absolument. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment... voilà, que j'ai lu plusieurs fois quand j'étais adolescente et qui me paraissait assez incroyable, avec cet ogre comme ça, mystérieux, ces ambiances de brume dans cette forêt. Et là, il y a un personnage qui a vraiment existé sur l'île de Jersey et que j'ai découvert par hasard et qui s'inscrivait très bien dans l'histoire. C'est un ermite qui a vécu pendant plus de 14 ans tout seul sur une île au large de Jersey, sur l'îlot des Écréous. Et sur un petit îlot, il faut imaginer 10 mètres carrés avec juste quelques lapins. Il a vécu là tout seul 14 ans. Et il avait cherché refuge sur cet îlot parce qu'il avait été accusé, mais à tort, lui, de crimes pédophiles. Parce qu'il avait le malheur d'être un peu marginal, d'aimer par exemple se promener tout seul le soir dans la lande. Donc ça semblait extrêmement louche. C'est pas idéal, quoi. Non.
Ça a vraiment été le coupable, en effet, idéal parce qu'il était différent et qu'il n'avait pas une vie comme il fallait, en tout cas. Et cet homme-là, au bout de 14 ans, a demandé à devenir roi de son domaine, de cet îlot, parce qu'il y a un vieux roi normand, puisque ça appartient au duc de Normandie, donc c'est-à-dire à Élisabeth II à l'époque, et qui disait que quand on vivait plus de 10 ans sur un endroit qui n'appartenait à personne, on pouvait en devenir le roi. Donc il a écrit à la reine d'Angleterre pour devenir le roi. Elle lui a jamais répondu, mais il s'est autoproclamé roi des écriaux. Et j'ai imaginé que cet adulte si différent et qui avait un cœur quand même pur par rapport à d'autres avait pu rencontrer les enfants après-guerre. Alors, je vais vous proposer la question que j'ai posée à Maud. Quel regard, finalement, vous portez sur cette expression de la mémoire et de l'œuvre de Maud, de ce qu'elle dit? Alors, déjà, on n'en a pas parlé, parce qu'on a fait un autre agent taxi tous les deux, mais tu as écrit un très, très beau roman. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont justement les petits détails, la nature, les oiseaux, les chants. Parce que la mémoire, c'est aussi ça, justement, parce qu'il y a la mémoire qu'on a enlevée à des gens, qui essaient de la retrouver éventuellement. Et quand ils la retrouvent, on ne les entend pas quand ils deviennent adultes. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a tout cet environnement. Il y a, encore une fois, la nature omniprésente que j'ai trouvée très belle. Et je trouve que la mémoire, c'est aussi tout ça, c'est aussi les sensations. Et c'est pour ça que voilà, la littérature est là pour raconter tout ça et pas simplement la documentation ou le vrai. Je crois que c'est intéressant, Joachim est plus jeune que moi, mais on est quand même de la même génération. Et on voit aussi que les gens de notre génération ont à cœur de parler dans leurs livres de cette mémoire et de ce qu'on appelle le travail de mémoire aussi. Et la transmission, c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant et de plus en plus. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait aussi une génération qui passe pour qu'on puisse reparler de façon littéraire de l'histoire, si, sans doute. Oui, c'était un temps nécessaire, finalement, qu'il fallait pour poétiser peut-être aussi la mémoire, qu'il fallait que malheureusement, que les derniers survivants, qu'il y ait ce choc, que les derniers survivants s'éteignent. Je pense que c'était effectivement un temps nécessaire. Après, c'est mon côté ultra pessimiste. J'ai très peur aussi des années à venir et d'un futur proche, parce que quand on voit ce qui se passe avec cette histoire d'appropriation culturelle dans le monde anglo-saxon, par exemple, et ça arrive aussi, à savoir qui est légitime pour parler de telle ou telle chose, qui a mené l'enquête suffisante pour parler de telle ou telle chose. Là, on va arriver assez rapidement à un blocage, parce que voilà, comment parler de Jersey sans y avoir mis les pieds? Comment parler d'une rescapée sans être soi-même rescapé ou descendant de rescapé? Comment est-ce qu'on va pouvoir raconter ces mémoires-là? Et je trouve qu'on a un combat à mener, et ça semble romantique dit comme ça, mais il y a un vrai combat à mener dans les prochaines années pour que la littérature reste de la littérature et que la fiction ait encore toute sa place dans la production culturelle. Et heureusement qu'on peut être touché par des choses qui nous ont pas concernés personnellement, mais en tant qu'humains, qui nous bouleversent aussi, bien sûr. Enfin, moi, je crois ça. D'accord. Alors, pour finir, je vais vous poser une question. On va faire un tour du côté des coulisses de votre création. Un peu, comment vous travaillez? Est-ce que vous êtes plutôt à travailler le matin? Est-ce que vous êtes plutôt des romantiques qui travaillent la nuit? Comment ça se passe dans votre bureau? Alors, moi j'ai un vrai problème pour répondre à cette question qu'on me pose régulièrement. Moi j'ai des enfants en bas âge, mais qui étaient de fait un peu plus petits il y a quelques années, et je profitais des siestes. Les siestes, c'est un moment privilégié pour écrire. Alors maintenant, il n'y a plus de sieste. Donc pour le travailler en dormant, c'est ça? Quand eux font la sieste, c'est-à-dire que moi j'ai la paix. C'est enregistré, oui, c'est enregistré, zut. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour les prochains, mais pour l'instant, c'est vrai que le temps de la sieste des enfants, je précise, était un temps précieux pour moi, pour l'écriture. C'est rigolo ce que dit Joachim. Bah oui, ça ressemble un peu. C'est-à-dire que vous arrachiez quelques minutes par-ci par-là. Virginia Woolf qui disait qu'il fallait avoir un lieu à soi. En fait, il faut avoir un temps à soi quand on est parent de petits enfants. Et moi, je travaille très tôt le matin. Je suis toujours restée une fille de la campagne, donc je me lève vers 5-6 heures et je travaille du premier chant d'oiseaux. À ce moment-là, que j'aime bien à toute saison. L'hiver, quand il fait très froid, être sous une grosse couverture et imaginer qu'à part les boulangers et quelques personnes dans les hôpitaux, des taxis, il n'y a personne dehors, ça j'aime bien. Et l'été, quand les lueurs du jour apparaissent, c'est chouette aussi. Ouais. Un beau moment. C'était un bon moment, en tout cas, et j'aurais pu poursuivre cette conversation jusqu'à demain et jusqu'à même la fin de la rentrée littéraire. Bien, maintenant, je vais laisser la parole à Françoise Panetier. Alors, écoutez, merci infiniment de votre générosité. On va accepter 2-3 questions assez courtes, si vous avez encore un peu d'énergie. Et puis...